Amis du jour, bonjour. Nous y voilà, notre premier vrai projet, le résolveur de Sudoku. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je dois signaler que donc mes vidéos se suivent et que le but étant de faire des projets pour, dans un premier temps, apprendre le C. Sur cette vidéo, nous allons donc recoder un résolveur de Sudoku en sachant que nous n'utiliserons pas ni malloc ni aucune allocation de mémoire dynamique puisque c'est justement la suivante. Je pense que la vidéo va être plutôt longue, je sais pas pour l'instant. Et donc je vous ai mis dans le... comment ça s'appelle? Dans les commentaires ou dans la description plutôt l'ensemble des points où vous pouvez vous rendre pour passer tous les détails que je vais donner sur ma manière de coder ce programme. Car dans un premier temps, on va voir quelques explications et ensuite je vais donc le recoder en live de façon à vous donner un petit peu ma manière de penser. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons procéder de cette manière. Tout d'abord, nous allons revoir les règles du Sudoku. Je pense que tout le monde ici les connaît, mais il y en a peut-être un ou deux qui ne savent pas ce qu'est un Sudoku, donc nous allons rappeler les règles. Ensuite, démonstration du programme donc que je vous ai préparé. Qu'est-ce que ce programme reçoit en entrée et qu'est-ce qu'il va donc nous faire ressortir en sortie, naturellement. Pour ceux qui ont envie de tenter de le recoder avant d'avoir la solution, je vous donnerai un indice 1, et cet indice il consiste à donner à mon résolveur de Sudoku un Sudoku vide et voir comment il se débrouille avec ça. La réponse naturellement donne beaucoup d'informations. Je vous donnerai juste après forcément l'explication. Le second indice, c'est donc, il est intéressant dans un code de tout supprimer et de ne conserver que les fonctions. Quand on fait ça, en général, on voit assez bien comment la personne qui l'a codé a réfléchi. Suite à ça, naturellement, je vous donne les explications de l'indice 2. Je parle de ce que l'on appelle la récursivité. Je vais en faire une toute petite intro ici, puisque j'en parlerai forcément beaucoup plus quand on recodera l'algorithme de ce résolveur. Ensuite, donc, on attaque le recode du programme, que je vais faire en fait en live. Je couperai naturellement des bouts pour pas que ça dure 4 heures, mais on va le recoder en live et comme ça, je vous dirai entre guillemets comment moi je réfléchis. Au tout début, quand on regardera le programme, je vous montrerai qu'il est composé principalement de trois parties. La première, c'est la gestion d'erreurs, la seconde, c'est l'algorithme en lui-même, et la troisième, c'est la fonction d'impression du Sudoku à l'écran. Quand nous attaquerons la gestion d'erreurs, qui est quand même une partie très importante, même si honnêtement c'est la partie la plus chiante, je vous donnerai un petit exemple basique et un exemple en prenant une fonction système qui s'appelle open et dont on va se servir. Ensuite, on attaquera l'algorithme. Là, je vais pousser un petit peu plus fort pour expliquer ce qu'est la récursivité. Et une autre partie un peu rigolote qui nous permettra de bien comprendre l'intérêt de la division et du modulo quand on est avec des nombres entiers, qui donc ne font pas de nombres à virgule. Vous me direz, c'est logique. Ensuite, on attaquera la troisième partie, qui est donc la fonction d'impression de mon Sudoku une fois qu'il a été résolu. Et ça me permettra de vous faire une petite introduction tout simplement aux adresses mémoire, qui va être en fait ma seconde vidéo de cours. Une fois que nous comprendrons ce qu'est une adresse mémoire, la seconde vidéo de cours va donc être beaucoup plus courte et beaucoup plus accessible. C'est souvent quand on code en C, tout ce qui est adresse mémoire, pointeur et malloc, c'est quelque chose qui en dérange plus d'un, enfin qui en fait dérange toutes les personnes qui découvrent le C. Donc j'essaierai de la faire différemment de ce dont on a l'habitude de voir. Et je finirai bien évidemment par une conclusion, tout ça, mettez des pouces bleus, des commentaires, versez de l'argent sur mon Tipeee que je n'ai pas, et ne vous abonnez surtout pas à mon Facebook et à mon Twitter parce que je n'en ai pas non plus. Voilà pour cette partie. Alors, rappel des règles. Un Sudoku se présente sous cette forme. C'est un carré de 9 de côté, comprenant donc 9 sous-carrés, de chacun, 3 de côté. Quand on prend un Sudoku, il y a des chiffres qui sont donc déjà là, qu'on ne peut pas modifier. Il y a des cases blanches, l'objectif étant naturellement de placer des chiffres dans les cases blanches de façon à ce que l'on ne retrouve pas deux fois le même chiffre sur une ligne, sur une colonne ou dans un carré. Aussi bête que ça.
Si on prend le cas de la première case, est-ce que je peux mettre un 1? Non. D'une part, il est sur la même ligne, d'autre part, il est dans le même carré. Est-ce que je peux mettre un 2? A priori, oui. Est-ce que je peux mettre un 3? A priori, oui. Est-ce que je peux mettre un 4? Non. Il est sur la même colonne. Est-ce que je peux mettre un 5? Oui. Est-ce que je peux mettre un 6? Non. Il est dans le même carré. 7 non dans le même carré, 8 non dans le même carré, 9 non dans le même carré. Cette case-là, pour l'instant, je ne sais pas quoi y mettre. Celle d'à côté, parce qu'elle me donne l'impression que je vais peut-être pouvoir trouver. Le 1, non. Le 2, non. Le 3, oui. Le 4, non. Et ainsi de suite. On fait tout. L'objectif étant naturellement de remplir toutes les cases vides avec le chiffre qui correspondra. Voilà. Maintenant, démonstration du programme donc, que nous allons tenter de recoder. Au départ, voici la tête d'un Sudoku qui est fini. J'ai rajouté des tirets, des pipes, de façon à pouvoir le rendre plus digeste. Mais voilà au départ comment il est. Ensuite, on prend un certain nombre de cases que l'on supprime pour rendre le Sudoku incomplet. Et pour être récupérable par mon programme encore plus facilement, j'ai viré tout ce qui est tiré, tout ce qui est pipe, et en fait, à la fin, il a cette tête. Ici, nous avons un Sudoku donc qui est incomplet, qui est l'équivalent de celui-là, et en théorie, si j'envoie mon programme, il devrait me répondre celui du départ. Ce que je fais donc juste en dessous, je compile mon programme, je lui donne le nom Sudoku, je le lance avec l'argument sudoku.txt. Sudoku.txt étant donc celui-là. Je lui envoie ceci, il se passe un certain nombre de choses, et à la sortie, j'obtiens ça. Donc je le réceptionne en version moche, mais je le ressors en version jolie pour qu'il corresponde à cela. Voilà. A priori, j'ai rajouté des espaces un peu partout. Je suis même pas sûr que ça soit plus joli que ce que j'ai là. Mais voilà. En gros, l'objectif de notre résolveur de Sudoku. Pour ceux donc qui désireraient recoder ce programme sans avoir la réponse, je peux vous donner donc un premier indice. Que se passe-t-il si, au lieu d'envoyer mon sudoku.txt, je lui envoie un sudoku vide, qui fait donc 81 espaces de long. Je reprends mon ancienne ligne et je lui envoie donc le sudoku vide. Il me répond ceci. À partir de là, pour ceux qu'on en envie, je vous laisse chercher comment dire, une logique dans cette réponse qui, je pense, est assez évidente. Pour les autres, donc, c'est parti, je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai réfléchi à mon algorithme. Dans le cadre d'un Sudoku vide, en fait, ce que je fais, c'est que je crée un tableau avec toutes les réponses, qui sont donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en fait, je vais les essayer une par une. Donc, on se rappelle que mon Sudoku est vide. Je prends la première case, je prends la première case et la première case en fait de mes solutions, qui est donc 1, et je dis, est-ce que si je mets 1, ça fonctionne? Étant donné que le Sudoku est vide, oui, ça fonctionne, donc je le mets. Je prends la seconde case, je dis, si je mets 1, est-ce que ça fonctionne? Non. Il y a déjà un 1 sur la ligne, il y a aussi un 1 donc dans le carré. Donc je passe au suivant. J'essaye de mettre un 2 et je dis, est-ce que ça fonctionne? Dans ce cas-là, oui. Puis à la troisième case, j'essaye le 1 qui ne marche pas, puis le 2 qui ne marche pas, puis le 3. D'où le fait que sur la première ligne, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrivé à la seconde ligne, j'essaye le 1, non, il est et sur la colonne et sur le carré. J'essaye le 2, non, il est dans le carré. J'essaye le 3, non, il est dans le carré. J'essaye le 4, oui, ça marche. Et donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Puis la troisième, pareil. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6 se trouve déjà dans le carré. Donc je passe à la suite, j'essaye 7, ça marche, puis 8, puis 9, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Voilà comment on explique ces trois premières lignes qui sont plutôt très régulières. À partir du second carré, bah le 1 n'est pas possible parce qu'il est sur la ligne, mais on a de nouveau le droit au 2. Et donc c'est reparti. Et le premier Sudoku, qui était mon exemple, c'était celui que moi j'avais fait de tête. Et on voit que en fait, ils se ressemblent beaucoup. Hormis que dès qu'on arrive ici, bah moi, ça ressemble plutôt à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. C'était la chose la plus logique, on va dire, pour un humain. Or, mon algorithme se rend compte, il met le 2 comme moi, et ensuite il se rend compte que le 1, il peut le remettre. Donc, naturellement, il est un peu plus intelligent que moi, et il met toujours la première solution qu'il va trouver
au sein de mon tableau de solution, qui est donc un tableau d'int de 9 cases contenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà pour l'explication de mon algorithme. Dans le cadre donc d'un Sudoku vide. Si le Sudoku n'est pas vide, comme celui-ci, il faut prévoir autre chose. Exemple, je suis sur une case vide, je vais donc essayer le 1, le 2, le 3 et ainsi de suite, et puis en fin de compte, je vais arriver à 9, et il va s'avérer que même le 9 ne passe pas. À ce moment-là, il faut prévoir une manière de revenir en arrière, récupérer la case d'avant, qui peut-être s'était arrêtée à 4, et tout simplement la passer à 5, si c'est possible. Voilà un peu l'algorithme. Il avance tout le temps, tant qu'il trouve des possibilités. Mais il est fort probable, dans le cas d'un Sudoku vide, non, mais dans le cas d'un Sudoku qui est déjà rempli, à un moment, il va essayer toutes les possibilités, il n'y en a aucune qui va passer, et donc à ce moment-là, il va reculer vers la case d'avant, et si on est, comme je disais, sur un 6, il essaye 7, ça fonctionne, on passe à 7, et on réavance à la case suivante. De cette manière, on arrive obligatoirement à la fin d'un Sudoku, en le résolvant comme il se doit. Nous allons donc partir vers l'indice 2, qui consiste tout simplement en fait à vous montrer mon code, mais en enlevant entre guillemets l'ensemble de mon code. Je ne vous laisse que les fonctions. Donc naturellement il y a tous mes includes, entre autres open qui va me permettre d'ouvrir mon fichier, read qui va me permettre de le lire, printf bien évidemment qui me permet de print ce que je désire à l'écran et principalement le sudoku une fois qu'il est fini, exit. On s'en est pas encore servi jusque-là, je pense que vous comprenez instantanément à quoi ça sert. Même CPI, je m'en sers pour faire mon impression finale et nous en parlerons à la limite plus tard de cette fonction. Si on regarde donc mon code en bas, c'est assez simple. J'ai d'abord une gestion d'erreurs, m'assurer que le fichier qu'il est ouvrable, et même d'ailleurs qu'il existe, et le lire, voir s'il est lisible, et donc en extraire mon sudoku, qui se trouve là et que je crée dès le départ. Ma résolution, bien sûr, et une dernière fonction qui consiste tout simplement à print le sudoku à l'écran. Si maintenant on avance et qu'on commence par la fonction erreur, comme dit, alors je vérifie mon nombre d'arguments, parce que si on lance mon programme sudoku en ne mettant aucun argument, il faut que je vérifie ça. Ensuite, je vérifie que le fichier existe et donc qu'il est ouvrable. Une fois qu'il est ouvert, je lis ce qu'il y a à l'intérieur pour récupérer mon sudoku. Et petite vérification supplémentaire, je vérifie que j'ai affaire à un sudoku. La fonction print sudoku, qui est donc la dernière. Au-dessus, si on va tout en haut, on va retrouver des fonctions, on va dire, essentielles, telles qu'on le ferait si on résolvait en tant qu'humain un sudoku. Est-ce que ma ligne est OK? Qui prend donc un nombre. Ce nombre, c'est admettons que ce soit ma toute première case, je regarde, enfin si elle est vide, je regarde, est-ce que je peux mettre un 1? Donc dans cette fonction, je dis que je veux mettre un 1, je dis sur quelle ligne, j'envoie mon sudoku, et on se code une petite fonction qui vérifie s'il y a un 1 sur cette ligne. La même chose pour la colonne, avec un nombre à vérifier, le numéro de la colonne, et mon sudoku. Est-ce que le carré est OK? À ce moment-là, toujours un nombre, il me faut et la ligne et la colonne, et mon sudoku bien évidemment. Isempty, on en parlera plus tard, mais ça me permet tout simplement de savoir si, quand je suis sur une case et qu'il y a déjà un nombre à l'intérieur, sous-entendu un nombre de départ, alors je sais que je ne peux pas écrire sur cette case. Si donc elle renvoie oui ou non, 0 ou 1. Si cette case est vide, alors j'ai un travail à faire dessus et je dois donc chercher un nombre approprié à mettre dedans. Et maintenant le cœur de mon projet, j'ai appelé cette fonction sudoku, c'est tout simplement l'endroit où je vais travailler et tenter de mettre un nombre dans le but d'atteindre la fin de mon sudoku et donc de retourner en arrière, de l'imprimer à l'écran et de dire j'ai fini. Dans n'importe quel langage, en fait, il y a plusieurs manières de faire des boucles, de faire en sorte que le code se répète. Ici, ce que je vais utiliser moi, c'est ce que l'on appelle une fonction récursive. Une fonction récursive, c'est tout simplement une fonction qui se rappelle elle-même. La manière de faire l'algorithme que je vous expliquais juste avant, c'était par exemple de se dire qu'une fois qu'on arrivait dans le sudoku, on avait une grande boucle while, et cette boucle while, elle fait la case 0,
elle pratique un algorithme dessus dans le but de trouver le chiffre adéquat à mettre dans la case, puis je reboucle, je change ma position, je passe à la case 2, puis j'avance. Ici, dans le but de rendre le code plus clair, en fait, j'utilise une fonction récursive. C'est-à-dire que cette fonction-là, dès le départ, je lui envoie la position sur laquelle je travaille. Donc au départ, elle est écrite en dur. Je lui dis, nous partons sur la case 0, je vérifie tout de suite si elle est vide, et je t'envoie mon Sudoku. À partir de là, eh bien, je travaille sur ma position 1. Dès que j'ai trouvé quelque chose, je rappelle cette fonction avec la position 2. Or, pour être précis, donc je travaille avec la position 0 plutôt, qui est donc la première case. Puis, une fois que je suis parvenu à faire quelque chose, je passe à la case 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Ce qui, naturellement, doit vous donner un indice sur mon premier if. Dans toute boucle, il faut avoir une condition d'arrêt. Ma condition d'arrêt, moi, je pense que vous l'avez deviné, c'est si pause atteint le nombre 81, qui sera donc la 82e case, ça voudra dire que j'ai fini mon Sudoku, et que donc je n'ai plus qu'à sortir de mes 81 fonctions, parce que cette fonction va se rappeler 82 fois d'ailleurs, j'ai un doute. Elle va se rappeler 82 fois, oui. Donc cette fonction se rappelle elle-même 82 fois, et à un moment, cette position va être égale à 81. Si ça se produit, la position 81 correspondant donc à la 82e case, et ben, cette première condition dit stop, arrête, j'ai fini, repars en arrière, reviens au début, printe-moi le Sudoku à l'écran. Tout simplement. La case empty me permet tout simplement de savoir si je suis sur une case dans laquelle je peux travailler ou non. Je pense que juste avec ça, vous avez compris à quoi sert le second if. Else, en avant. Si ma ligne est OK, si ma colonne est OK, si mon carré est OK, alors... Et que dire de plus? Non, je pense que c'est suffisant pour ce second indice. Alors, après cette magnifique intro, on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer à recoder notre cher programme. Je vais un peu abréger le sommaire parce que recode, on y est. Trois parties, en fait, je vous l'ai déjà dit. Gestion d'erreur, Sudoku, print Sudoku. Et donc, on peut attaquer gentiment, directement, la gestion d'erreur. La gestion d'erreur, ce sera très facilement la partie la plus chiante à vous expliquer, et pourtant c'est limite la plus importante. Comme l'illustre cette... viens là, cette magnifique image que vous avez peut-être déjà vue. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça c'est du code SQL, qui est directement dédié donc à nos chers amis les radars routiers. Qu'est-ce que ce mec-là il a fait? Il a fait une fin de code, en fait, comme on la reconnaît, parce que c'est la même quand c'est. Une ligne de code, ça se finit par fermer une parenthèse, ou pas forcément, et un point-virgule. Eh ben notre cher ami, je saurais jamais si cette histoire est vraie ou pas, honnêtement. Notre cher ami, il écrit des conneries, il ferme la parenthèse, il met un point-virgule, sous-entendu fin de ligne, et il vous envoie une nouvelle ligne. Et en SQL, drop database, c'est tout simplement supprime ta base de données. Voilà, je ne saurais jamais si cette histoire est vraie, en attendant, moi, elle m'a fait mourir de rire. Il y a un mec qui est passé à 150 devant un radar, le radar, il flash la plaque d'immatriculation, cette plaque, il la rentre à l'intérieur de son code, et il fait une recherche dans sa base de données de cette plaque de façon à vous coller une prune. Et donc l'autre, il donne une... j'imagine que c'est une plaque, je ne sais pas de quel pays, quoique vous me direz la plaque d'immatriculation... non, c'est pas une française, c'est une européenne en tout cas. Et en plus, il y a écrit PL, je pense, sur le petit carreau bleu, donc ça doit être Pologne. Donc je pense qu'il a rentré une plaque polonaise, 00, ça doit être les arguments de la fin de fonction, il met un point-virgule, et derrière, il écrit « Fais sauter ta base de données ». Voilà un excellent exemple qui vous explique tout simplement pourquoi, à chaque fois que vous recevez une information venant d'un utilisateur, il faut la vérifier d'une manière que l'on qualifiera de drastique. Donc, comme prévu par le sommaire, nous commencerons par un exemple extrêmement basique.
Qu'est-ce que j'en ai fait? Ok. Cette fonction va tout simplement, enfin cette fonction, ce que je m'apprête à coder, c'est, nous avons une fonction tout simplement qui va faire plus 1. Ok, int, on va l'appeler plus 1, et elle va recevoir un nom. Et elle va donc return le nb que nous avons reçu, plus 1. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Pour faire cela, l'argument que je vais recevoir c'est donc av1, quoique j'ai pas du tout besoin de le créer en fait. Si, nous allons recevoir notre nombre via av1 et je vais print ce que j'ai reçu plus 1. Oui, là on est d'accord au niveau de la programmation, c'est de la haute technologie, hein. Là ça rigole plus du tout. Ok, donc je reçois en argument, un nombre. Atoy me permet de le faire passer d'une chaîne de caractères tout simplement à un nombre. Et si j'oublie ça, ça va pas marcher. Hop. Et je vais tout simplement afficher ce nombre plus 1 en passant par la fonction qui se retrouve au-dessus. Vous me direz, ça va, c'est pas trop violent. Si je fais ça, et que je mets... Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh oui, on s'en fout. Et que je mets 22, on est d'accord, il me répond 23. Mais que se passe-t-il? Eh, si j'envoie ABC, ben il me répond 1. Alors la raison pour laquelle il me répond 1, très honnêtement, j'ai la flemme de chercher, mais en admettant que vous ayez codé cette magnifique fonction dans le système de direction, je sais pas, d'un missile nucléaire, eh ben, peut-être que vous pouvez recevoir une connerie qui va faire que, tout simplement, votre programme va planter et que donc votre missile, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Voire, si vous recevez une fonction SQL à l'intérieur de votre radar, il est aussi probable que vous ayez sauvé les prunes de tous les gens qui se sont fait flasher avant vous. Donc on a plus ou moins du positif en fonction de sur quel projet on se retrouve. Donc à partir de là, la toute première chose à faire, c'est déjà de m'assurer que j'ai un argument. Parce que d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas essayé, mais si je fais ça, que se passe-t-il? C'est que faute. Voilà. Mon Atoy recherche cet argument qui n'existe pas. Cet argument, comme on l'avait vu dans la première vidéo, il se trouve 4 octets avant le 0. Ces 4 octets-là n'existent pas en mémoire. Je tombe au fin fond de ma barrette de RAM et j'obtiens une faute de segmentation, ce qui est en fait tout simplement une erreur de mémoire. Donc, première vérification basique, c'est tout simplement euh, si AC est différent de 2. AC, pour rappel, c'est mon nombre d'arguments. Donc si AC est différent de 2, déjà, j'ai un problème. Donc, hop, on peut mettre return 1 pour sortir tout simplement du programme. Sinon, NB est égal à ce que je désire. Seconde chose à vérifier, donc, est-ce que l'argument que je vais recevoir est un nombre? Donc, is a number. Et je reçois mon argument. À partir de là, la manière la plus simple de faire, c'est tout simplement de vérifier s'il n'y a que des nombres à l'intérieur de ma string, de ma chaîne de caractères. Donc ma fonction ressemble à ça. J'ai besoin d'un compteur. Je dis tant que la chaîne de caractères AV tant qu'on n'est pas arrivé au bout, j'incrémente mon compteur à chaque tour et je dis si le caractère sur lequel je suis est inférieur à 0 ou bien qu'il est supérieur à 9 selon la table ASCII, alors je return 0. 0 à ce moment-là voulant dire non. Est-ce un nombre? Non.
Si je parviens à arriver au bout de ma chaîne de caractères, que je n'ai eu que des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors je return 1 de façon à dire oui. Dans mon main, je dis si ma fonction number me renvoie 0, à ce moment-là, je return 1. Sinon, je fais mon petit algorithme jusqu'au bout. Ce qui veut dire, toujours mon warning, je ne l'ai pas résolu, je devrais, tant pis. Si je lance mon programme donc avec rien, il le détecte et ne plante pas. Si je le lance avec ABC, il le détecte et ne plante pas. Et si je lance avec 12, ou plutôt 121, il me répond 122. Voilà une gestion d'erreur basique. Vous recevez un paramètre, vous devez prévoir que vous pourriez recevoir un paramètre pourri, tout simplement. Et donc, écrire, enfin, au moins le détecter. Et dans des programmes plus gros, normalement, vous mettez un printf et vous dites erreur, vous m'avez écrit ceci, mais ça ne me convient pas, ça ne correspond pas au programme, tout simplement. Pour l'exemple suivant, de la même manière que vous devez prévoir les erreurs qui pourraient se produire en fonction de ce que l'on vous envoie, les fonctions système en ont fait de même, quand c'est possible. Le cas très précis justement de Atoy, hop, le cas possible de Atoy, je l'ai mis où? Je l'ai perdu, là. Ceci est une fonction qui ne peut pas vous renvoyer d'erreur, parce qu'en fait elle renvoie un int, ce qui est un nombre, et elle transforme une chaîne de caractères en un nombre. Donc vis-à-vis de l'int, elle peut renvoyer n'importe laquelle des valeurs de l'int. Donc il est impossible de vous renvoyer un signal d'erreur, à part faire planter votre programme. Le cas le plus basique, c'est open. Open, c'est donc la fonction système basique qui permet d'ouvrir un fichier, entre autres. Open, si on veut savoir comment elle fonctionne, on peut tout simplement aller faire un man open. Ce qui d'ailleurs me rappellera de vous dire, hop là, c'est à cause de ça que mon Atoy fonctionnait, me mettait un warning au programme d'avant. Donc le man va tout simplement, hop, nous donner les includes à utiliser. Quand on regarde le manuel d'Open que vous pouvez trouver sur internet, nous aurons comme d'habitude une description, ils sont tous faits pareil. Le synopsis, les includes dont j'ai besoin pour utiliser cette fonction, les diverses versions d'Open. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la basique. Il me faut donc un passname qui est l'emplacement de mon fichier. Il me faut un flag. Dans mon cas, ça sera du read only. Vous avez le write only et il y en a plein d'autres. La description, où justement on va trouver la plupart des flags les plus basiques qui sont d'ailleurs là, read only, write only, read write, le create qui permet de créer un fichier si jamais il n'existe pas, les autres là je m'en sers pas, le trunk, là tout de suite je sais plus mais je m'en suis déjà servi, le append qui permet d'écrire dans un fichier que ça s'écrive, toutes les lignes s'écrivent les unes derrière les autres, sinon vous écrivez en une seule fois et ça remplace ce qu'il y a dans le fichier. Enfin bon, description, bon il s'avère que la description d'Open est un peu lourde, et ce qui va nous intéresser nous, voilà, return value. Dans le cas de Open, je ne vais pas montrer là-haut, ça renvoie lui aussi un int, or il ne renverra un int strictement tout le temps, qui ne peut être que positif. À ce moment-là, nous avons des valeurs pour faire des erreurs. Et ici, hop, si Open me renvoie -1, je sais que j'ai fait une erreur. Et ça, quand vous utilisez des fonctions système, vous avez toujours un manuel qui va pouvoir vous donner la valeur de retour et donc il faut la regarder. Parce que si vous avez -1, eh ben, vous savez que vous avez un problème. Dans notre cas ici, je vais donc ouvrir le petit fichier que j'ai créé à côté qui s'appelle file.txt et qui, en passant, est vide. Donc je vais ouvrir file.txt et je vais l'ouvrir en ORD only. Je sais plus, c'est ça que j'ai vu, oui. ORD only. Je vais me créer un int i au hasard et je vais dire tout simplement i est égal à open de mon file.txt en version read only. Et là, je peux tout simplement printf. Dommage. Je peux tout simplement print ça. Il me répond 3. Et maintenant, naturellement, c'est le but du jeu, je peux prendre file, je peux le delete, et je peux relancer mon programme. -1.
Voilà, donc que vous utilisiez des fonctions système ou que vous utilisiez vos propres fonctions, il est toujours important ou bien de créer des retours d'erreur, ou bien de vérifier les retours des fonctions que nous n'aurions pas créées et qui ont été créées par d'autres programmeurs. Et c'est, je ne l'ai pas sous la main, mais de toute façon on va le voir tout de suite, on va utiliser open pour ouvrir le fichier. D'une part, il va nous dire via le -1 si le fichier existe et en même temps s'il est ouvrable. Ensuite, on va utiliser le read. Le read fait exactement la même chose. Il renvoie le nombre de caractères qu'il a lu, ou bien il renvoie -1. Nous, ça tombe bien, un Sudoku, ça fait 81 de long. Donc, s'il renvoie quoi que ce soit d'autre que 81, s'il renvoie 75 ou qu'il renvoie -1, on s'en fout, dans tous les cas, il y a un problème. Voilà en quoi la gestion d'erreur est très importante, même si c'est toujours un petit peu chiant à faire. On est donc lancé pour le recode donc, de cette gestion d'erreur. Nouveau fichier, je me suis gardé mon sudoku.txt pour pouvoir tester régulièrement et voir ce qui se passe. Main.c, je me suis mis tout de suite l'include stdio pour mon printf. Ma fonction main donc avec AC et AV pour pouvoir recevoir les arguments. Au tout début, tout de suite, je crée un S d'une taille de 82 qui sera donc mon sudoku. 81 pour pouvoir mettre mon sudoku, et une 82e case pour pouvoir mettre mon \0 ou mon caractère nul tout à la fin. Je copie-coller mon main pour essayer que ce code colle le plus à l'autre. Donc gestion d'erreur, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Résolution et display result, qui pour l'instant sont donc en commentaire et return 0 standard. Pour essayer d'être homogène dans mes codes, hop. Première chose, donc si AC, qui est donc mon nombre d'arguments, est différent de 2, alors j'ai un problème. Printf, wrong argument. Et return 1 pour l'empêcher de continuer le code. Une fois qu'on est ici, je sais que j'ai 2 arguments. Je peux donc envoyer tout de suite mon AV numéro 1, mon argument numéro 1, en plus de mon Sudoku qui pour l'instant est vide et que je vais tout simplement remplir dans la gestion d'erreur. À partir de là, est-ce que erreur a besoin de nous renvoyer quelque chose? Or, oui ou non. C'est vrai que dans mon code, moi, j'avais utilisé un exit, donc j'ai pas besoin que error me renvoie quelque chose. Il va donc recevoir un char étoile AV, et il va recevoir, j'ai dit, un char S crochet. Toujours pareil, la petite étoile, pour l'instant, on s'en fout, en fait, c'est la même chose que ça. C'est une habitude d'écriture, on verra plus tard. Enfin, on verra en fait dans la vidéo qui suit pourquoi. À partir de là, dans quel sens dois-je faire les choses? D'abord open, ensuite read, et ensuite, à la limite, vérifie que c'est bien un Sudoku. Assez facile à faire, je vérifie qu'il n'y a strictement que des nombres compris entre 0 et 9, et au pire des espaces, qui moi me servent de trou. Open, bah, je vais vraiment la faire en détail. Je sais qu'on vient de le voir, je rentre dans Open, je récupère mes includes que je n'avais pas mis, et je connais mon return qui est de -1, puisqu'on l'a vu juste avant. C'est pas ça que je voulais. Donc, Open, j'ai besoin de mon file descriptor, que j'initialise à 0 pour faire propre. C'est if mon file descriptor qui est égal à open de sudoku.txt dans notre cas, avec o rd only. Si ceci est égal à -1, alors j'ai un problème. Printf cannot open file.
Et c'est là qu'en fait je voulais pas faire un return, donc je vais faire un exit. Ce qui revient au même, c'est juste que ça ne passe pas par la case d'avant. Hop, man, exit. Man exit, c'est stdlib. Hop. À la limite, je pourrais... hop, printf, open, exit. Ok, donc je crée mon file descriptor. Si mon file descriptor qui est égal au retour de open, avec ça, qui est égal au retour de open de sudoku txt est égal à -1, alors je peux pas ouvrir le fichier ou bien count.file or file does not exist. Ça peut aussi être ce cas-là. Et j'exite. Sinon, je continue. C'est reparti. Read. On va le faire encore une fois en détail. Man, read. Il va me falloir une istd que je n'avais pas mis. Que dit read? Read, il dit qu'il me renvoie un s-size-t. En très bref, c'est un unsigned long. Fonction read, il va avoir besoin du fd, le fd que je viens juste de trouver avec open. Il va avoir besoin d'un... comment je vous le traduis ça? Enfin, d'une chaîne de caractères vide en fait, qui est justement mon s. Et un size-t count, quand il est en size avec un seul s et pas avec deux s, en fait c'est un... Je vous ai dit une bêtise. Avec deux s, c'est un unsigned long, et avec un seul s, c'est un long tout court. Parce que ça, c'est le nombre de caractères qu'il va lire, donc c'est obligatoirement positif. Alors que, je vous le dis, je vais pas descendre jusqu'en bas, read, il nous renvoie le nombre de caractères qu'il a lu, ou bien il nous renvoie -1. Si le fichier n'est pas ouvrable, il nous renverra -1. Donc, dans mon cas, if read 2 de notre file descriptor, virgule notre chaîne de caractères, et nous, on lit des sudoku, et on sait pertinemment qu'ils font 81. Donc, si il est différent de 81, sous-entendu, ou bien il va me renvoyer 80 ou 84, et à ce moment-là, il y a un problème sur notre sudoku, ou carrément, il va nous renvoyer -1 parce qu'il n'a pas réussi à lire le fichier. À ce moment-là, incorrect line size, on va mettre. Et exit 1. Voilà, on a donc vérifié que le fichier existe et qu'il est ouvrable. On a vérifié, enfin on a en fait récupéré on a read le fichier, donc on a récupéré notre sudoku que l'on a mis tout simplement dans le S. À ce moment-là, ne jamais oublier de mettre son 0 à la fin pour bloquer la chaîne de caractères avec un \G0. Et autre chose, un file descriptor, ça s'ouvre et ça se ferme. Voilà. Je n'en ai dorénavant plus besoin. J'ai récupéré le sudoku qui m'intéressait. Je peux donc passer à la suite. La suite, c'est donc de vérifier que nous avons bien affaire à un sudoku. Là, c'est assez simple, c'est du parsing de base. Tant que mon sudoku au compteur count existe, je pourrais le laisser comme ça, c'est la même chose que d'écrire ça. Tant que je ne suis pas arrivé au bout, si scount est différent d'espace, qui sont chez moi en fait les cases vides, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Si scount est différent d'un espace et que
scount est supérieur ou égal à 0 et que scount est strictement inférieur, non inférieur ou égal à 9. Et là, il faut que je m'ajoute. Donc si je reprends cette phrase, c'est si le scount est différent de 0, ce qui ne me convient pas, et que scount se trouve en fait à l'intérieur des bornes 0,9, ce qui me convient. Donc je mets un point d'exclamation devant pour dire que je veux exactement l'opposé de ça. Donc s'il était différent d'espace et que il ne se trouve ni entre 0 ni entre 9, alors j'ai un caractère pourri au milieu de mon sudoku. Et je le resignale. Long sudoku. Exit 1. Voilà, une fois arrivé ici, on peut repartir. Non, j'ai oublié quoi. Ça. Si j'incrémente pas mon compteur, forcément, on va pas aller bien loin. Ok. Ça me paraît pas mal. On va vérifier ça tout de suite, de toute façon. Wrong argument. Lol. Ah, pourquoi c'est passé ça? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah oui, forcément. Je me suis mis ça pour m'arranger, mais il faut que j'ouvre AV. Comme ça, vous pourrez appeler votre fichier comme vous le voulez, quoi. Hop, donc je reprends. Out, wrong argument. Lol, cannot open file or file does not exist. Si je vais dans sudoku.txt et que j'enlève un seul caractère, le read devrait planter. Voilà. Je remets mon espace. Et là j'arrive au bout en fait de mon programme. Pour les plus perspicaces d'entre vous, ma gestion d'erreur à ce niveau-là n'est pas parfaite. Si je prends mon sudoku.txt et que dans les deux premières cases en fait j'écris 1 et 1, le sudoku est infaisable et ma gestion d'erreur ne le détectera pas. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une partie qui est un petit peu chiante puisque ça me ferait quasiment recoder tout le programme. Faudrait que je vérifie si sur la totalité des lignes il n'y a pas de doublon, si sur la totalité des colonnes il n'y a pas de doublon, et si dans la totalité des carrés il n'y a pas de doublon. En gros, c'est un petit peu l'algorithme que je vais coder juste après. Donc pour l'instant, on se contentera de cette gestion d'erreur qui n'est pas parfaite, il faut l'admettre. À partir de là, on va donc pouvoir passer à la seconde partie. La résolution de mon sudoku. La manière dont moi je l'ai pensé, c'est donc sous forme de récursif. Donc je vais reprendre ce que j'ai dit juste avant, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. En théorie, vous avez fait votre gestion d'erreur, vous avez récupéré votre sudoku. On lance donc la résolution de notre sudoku en lui balançant S, et on peut réfléchir à comment s'y prendre. Pareil, je n'ai pas besoin de retour. Hop. Ok. Une fois qu'on est là, bah, la meilleure manière de faire, c'est de se faire un compteur et de commencer à boucler sur while mon sudoku i existe. Avec ici i plus égale 1 et là du blabla. Ça, c'est la manière normalement la plus standard à laquelle on devrait réfléchir. Je me suis dit, quitte à faire un cours un peu intensif, quitte à avancer, on va tout de suite voir en fait un algorithme récursif qui consiste en fait dès le départ, ce compteur là, je vais me le donner et je vais me le donner en paramètres. J'aurai donc une position. Cette position, je l'ai donc déjà ici. Hop, bon, je vais le remettre.
là. Je vais m'envoyer la position 0 tout de suite, et le isEmpty, je vais vous l'expliquer. Empty. C'est tout simplement de savoir est-ce que j'ai affaire à une case qui est vide ou non. Dans le cas d'une case vide, bien sûr, je dois réfléchir à quel nombre je vais mettre dedans. Dans le cas d'une case où il y a déjà quelque chose dedans, ben, je vais me contenter de la sauter. Le fait d'avoir tout de suite ma position fait tout simplement qu'en fait je vais rappeler cette fonction en boucle jusqu'à ce que je finisse mon sudoku. L'intérêt de cette manière de faire, c'est qu'en fait tout simplement je peux profiter des returns. Quand je fais une boucle while, il va falloir que je crée un certain nombre de variables qui vont pouvoir m'indiquer où est-ce que j'en suis dans ma résolution du sudoku. Ici, je vais me servir des returns, qui d'ailleurs, hop, si je veux pouvoir me servir des returns, il va peut-être falloir que je me mette un int. Si, combien de cas avons-nous en fait? Il n'y a pas 36 cas. Il y a le cas où j'ai fini le sudoku. Admettons, je vais return 0, je vais sortir de mes 81 fonctions sudoku qui seront les unes dans les autres en fait, chacune se relançant elle-même 81 fois pour arriver au bout du sudoku. Dès que je return 0, les fonctions précédentes détectent ce 0 et me renvoient tout au début de façon à ce que je puisse print. Si je viens à avoir une quelconque erreur, comme je le disais au début, je vais essayer 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. En admettant que le 9, je ne parvienne pas à le mettre dans une case, à ce moment-là, je return -1. Et il y a un dernier cas, c'est le cas où je suis donc arrivé à 9, je recule d'une case pour trouver la bonne solution de la case précédente, et en fait je tombe sur une case qui est pré-remplie dès le départ. Là, ça va return la valeur de celui d'avant. Donc ça peut return tout autant 0 que 1, ça laisse passer la valeur pour la donner à la case précédente. Donc c'est et 0 et -1 que ça prendra ici. Je vous propose donc tout de suite d'attaquer la isEmpty. J'espère avoir été assez clair. Sur la isEmpty, je reçois une position et je reçois mon sudoku. Donc ma position, mon sudoku. Là, attention, ça va être de la haute technicité. If s pose égale le vide. Cette case est-elle vide? Oui, return 1. Sinon, return 0. Là, on est au summum de la programmation. Je reçois la position sur laquelle je travaille. Je sais dorénavant si c'est une case vide ou non. Et j'ai mon sudoku que je vais donc améliorer au fur et à mesure. Une fois que j'ai ça, cette fonction récursive est donc l'équivalent d'une boucle, il me faut une condition d'arrêt. Cette condition d'arrêt, je la connais assez facilement grâce à ma position. La première position que je reçois, c'est 0. Ai-je un quelconque intérêt de stopper mon sudoku? Non. À 1, non. À 2, non. À 3, non. Et à 81, si j'ai rempli mes 81 cases, et que donc le compteur que je reçois c'est 81, ce qui correspond à la 82e case, alors je sais que j'ai fini. Et comme j'ai dit juste avant, si mon pose est égal à 81, ça veut donc dire que j'ai résolu mon sudoku. À ce moment-là, je prends la décision que je renverrai 0. Tout simplement. Le second if, alors, quand on prépare ces conditions, il faut toujours partir en fait de la plus, de la plus lourde, de la plus importante, et ensuite rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que si on tente de gérer un détail alors que quelque chose de gros, alors qu'on a laissé passer quelque chose de gros, je sens que je suis pas clair là. Le pose 81, c'est le pire. C'est vraiment, j'ai fini de travailler sur mon sudoku. La seconde que je vous mets, c'est si un petit est égal à 0, ça veut dire que je suis sur une case sur laquelle je n'ai pas à travailler. Elle ne m'intéresse pas, pour la simple et bonne raison que c'est une case qui est déjà prise. À ce moment-là, justement, je renvoie sudoku avec... Non, je
j'aurais bien fait un coller-coller, un copier-coller, avec pose plus 1, virgule, isempty, pose plus 1, et toujours mon sudoku. Donc, la plus grosse des conditions, c'est quand est-ce que je dois cesser mon algorithme. C'est que si j'atteins pose est égal à 81, alors, mon algorithme est fini, j'ai résolu mon sudoku, c'est certain. Je return 0, et on repart tout au début, et je le print. Si la case sur laquelle je me trouve, il s'avère qu'elle n'est pas vide. Il y a déjà un nombre dès le départ. À ce moment-là, je rappelle exactement ma fonction. Par contre, je lui file la position d'après. Et je vais donc, au tout départ, arriver en 0, et je vais relancer la même chose avec 1. Je lui envoie si la case est vide, et je lui envoie mon sudoku. Ça, si on veut l'écrire tranquillement, si on veut finir cette condition tranquillement, et bien on fait tout simplement return, que l'on va écrire comme ça, puisque on sait que cette case ne sert à rien. Je ne peux pas travailler dessus. Donc, cette condition, là. Cette condition, elle dit quoi? Si ma case est vide, en fait, cette case ne m'intéresse pas. Non, si elle est vide, si elle est pleine, justement, elle ne m'intéresse pas. Donc je rappelle exactement la même fonction avec la case d'après. Oui, il me manque le S. Là. Ok, donc si je reprends, voilà. Ici, j'ai fini, je return 0. Ici, je suis sur une case qui ne m'intéresse pas. Je rappelle directement ma même fonction. Et ce qui va se produire avec le return, c'est que si je suis à la case qui est juste après pose plus 1, imaginons pose plus 2, et que je tombe tout de suite sur quelque chose qui ne fonctionne pas, sous-entendu j'utilise 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, et il n'y en a aucun qui rentre, et bien je vais faire un return -1. Et lui, ça va tomber tout de suite dans le return, et ça va renvoyer à la fonction en fait précédente. Voilà l'intérêt de la chose. Et il ne reste plus qu'à nous faire un else. Ok. Il ne reste plus qu'à faire un else, et là on va rentrer directement, réellement en fait, dans l'algorithmie. Donc au niveau de l'algorithmie, maintenant ça va commencer à devenir en fait relativement humain. J'ai besoin d'avoir la totalité des solutions, que nous allons appeler base. C'est peut-être pas la meilleure manière, mais peu importe. Cette base, elle va apporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle va apporter en fait toutes les solutions possibles. Au moment où je vais traverser cette base, qui contient toutes mes solutions, je vais avoir besoin int base pose, pour dire en gros la position à l'intérieur de ma base. Pareil, peut-être pas la meilleure manière de l'écrire, mais on va se comprendre. Une fois là, comme je le disais juste avant, je vais tout simplement toutes les essayer. Et dès que la première que je trouverai de bonne, je la mets à l'intérieur du sudoku et je passe à la case d'après. Donc, je vais faire tant que je ne suis pas arrivé au bout de ma base pose. Donc tant que base pose est strictement inférieure à 9. Toujours pareil, je le répète, ça doit vous paraître logique, mais quand même je le répète, la 9 étant la 10e case. Je pense que ça doit commencer à vous paraître logique, mais dans le doute, je le dis. Donc je vais faire la case 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dès que j'arrive à 9, je suis hors tableau, ça veut dire que je suis arrivé au bout, donc je sors. À partir de là, la première possibilité, pareil, très humaine, je vais commencer tout simplement à tester ma ligne, ma colonne, mon square, pour savoir si je peux mettre le base à la position basse pose dans la case que je suis en train de regarder. Donc à ce moment-là, c'est if is line OK et is call OK et is square OK. Quand je ne mets rien à la fin, c'est si c'est égal à 1. À la limite, je peux l'écrire, mais c'est exactement la même chose. Tac. Si tout ça c'est OK, alors je peux mettre
la valeur que je suis en train de regarder à cet endroit-là. Sinon, eh bien, base pause plus égale 1, je teste le suivant, jusqu'à ce que j'atteigne 9 et que donc je dois faire autre chose. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite parce qu'on en a parlé juste avant. Si base pause était égal à 9, alors return moins 1. Comme ça, on a nos deux cas. Return 0, c'est le cas où j'ai fini mon sudoku. Return moins 1, c'est le cas où je suis arrivé à 9, ça veut dire que je ne peux pas finir mon sudoku et qu'il y a l'une des cases précédentes qui est fausse. Et le troisième dont je parlais, c'était celui-là, lui, il est susceptible de renvoyer et 0 et moins 1. Dans le cas où on a fini le sudoku, on va revenir ici, ça va tout de suite return le 0, et la fonction d'avant saura que je return 0, et donc elle va continuer à return jusqu'à revenir au début. Si celle-ci return moins 1, la case d'avant va voir un moins 1, et elle va juste se dire, ah tiens, c'est faux, enfin on a un problème, il faut que je trouve la première case possible que je peux modifier, et si admettons elle est à 4, je la passe à 5 et je recommence. Ces trois fonctions-là, ben on va les faire tout de suite. Elles sont toutes les trois relativement basiques, sauf le square qui est déjà un peu plus chiant, mais c'est pas non plus méchant. De quoi ai-je besoin? De la base pause. J'ai besoin de savoir sur quel numéro je suis en train de travailler au sein de ce tableau. Donc je renvoie base pause. Je renvoie le numéro de ma ligne, qui est en fait pause sur 9. Et j'ai besoin naturellement de mon sudoku. La colonne, c'est base pause. J'ai dit quoi? C'était. Bouge de là. Pause module 9, virgule S. Et pour le square, la même chose. Sauf que cette fois-ci, pour le square, je vais m'envoyer et la ligne et la colonne. Plus simple pour retrouver l'emplacement de. Virgule, mon sudoku. Tac. Voilà en gros. Donc ensuite le isEmpty j'en ai plus besoin, donc je peux mettre là int parce que je sais que je vais renvoyer 1 ou 0. IsLine. Ok. Ça je vais vous le passer en version rapide. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai copié-collé directement mes fonctions. Honnêtement elles sont pas compliquées, je peux vous les expliquer direct comme ça. Et en passant je vais faire un petit détour pour vous expliquer l'histoire donc des divisions et modulo. Si parmi vous il y en a qui ont pertinemment compris ce que j'ai fait, vous avez toujours pareil les comment ça s'appelle, les temps qui sont écrits en description. Vous cliquez sur la page d'après et on continue à faire le code. Mais je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde, donc je vais faire une petite explication parallèle pour ceux à qui ça sauterait pas aux yeux. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, donc sur les divisions et sur les modulos quand on est avec des nombres entiers. Je vais vous faire un petit montage made in Excel, je pense que ça devrait être évident ensuite. Nous travaillons sur un sudoku qui a cette forme. Il fait 81 cases de long et il est tout aligné. Or, on sait qu'un vrai sudoku, ça a cette tête. Donc, on a besoin de savoir sur quelle ligne et sur quelle colonne nous sommes. Si nous prenons le cas de la case numéro 2, sur quelle ligne et sur quelle colonne sommes-nous? Le numéro de la ligne, c'est la ligne 0. Le numéro de la colonne, c'est la colonne 2. Jusque-là, c'est facile. Si maintenant on venait à se mettre ne serait-ce que sur la case 11, on saurait que c'est la ligne numéro 1, sous-entendu la seconde, et la dernière case étant la huitième, 9, 10, 11, on est donc sur la troisième colonne, sous-entendu encore sur la colonne numéro 2. On se trouve donc, ici on a 8, 9, 10, 11. Colonne numéro 2, ligne numéro 1. Si je suis ici, je n'ai aucune idée de sur quelle case je suis numériquement parlant. Ce que je sais, c'est que je suis sur la colonne 7 et sur la ligne 7. Ce qui est intéressant,
c'est que ce numéro-là, que je là tout de suite, que je ne connais pas, si je le divise par 7, alors vaut mieux prendre celle-ci à la limite, si je me mets là, je sais que si je fais une division, je vais obtenir le numéro de la ligne. Et si je fais un modulo, je vais obtenir le numéro de la colonne. Admettons que nous nous mettions ici. Nous sommes donc sur la case numéro 1. 1 divisé par 9, ça fait 0. J'ai bel et bien ma ligne. 1 modulo 9, ça fait 0. Combien reste-t-il? Il reste 1. Je suis bien sur ma colonne 1. Est-ce que c'est assez clair? Comme si quelqu'un allait me répondre. Autre cas non symétrique ici. Je suis donc là à 8, là je suis à 16, là je suis à 17, là je suis à 18. Non, la 18e elle est là. Ici je suis sur la case 18. Si je divise par 9 ça fait 2, c'est bien ma ligne. Si je modulo 9, c'est donc divisé par 9 ça fait 18. 18 moins 18 ça fait 0. Combien reste-t-il? Rien. Je suis bien sur ma colonne 0. Voilà l'intérêt du modulo et de la division, en fait. Ici, je sais que mon carré fait 9 par 9. Donc si je modulo 9 ou si je divise par 9, je vais obtenir ma ligne ou bien je vais obtenir ma colonne. Voilà, en gros. Autre chose intéressante tout de même, si je me trouve sur cette case et que je veux trouver la première case de ma ligne, je divise par 9. Ici, je sais que je vais obtenir 1. Je multiplie par 9, j'obtiens 9. Et je suis donc là. C'est ça aussi la joie en informatique de ne pas avoir de virgule, du moins en int. En mathématiques, si je divise par 9 et que je multiplie par 9, ça n'a aucun intérêt. Je retrouve exactement la même chose. Ce n'est pas le cas en informatique. En informatique, comme je n'ai pas de virgule, ici, si je divise par 9, j'obtiens 1. Je multiplie par 9, j'obtiens 9. Et je tombe là. Alors qu'on sait dorénavant, donc ça c'était la case 11. 11 divisé par 9, 1. 1 multiplié par 9, 9, qui est donc cette case. Si je veux, je peux faire exactement la même chose avec le modulo, pour trouver en fait le début de ma colonne. Voilà en gros ce que j'avais à dire là-dessus. Ok, donc pour la ligne. Je reçois donc le nombre que je suis en train de chercher au sein de cette ligne pour savoir si j'ai un doublon, j'ai le numéro de la ligne et j'ai mon sudoku. Ma position, étant donné que je ne suis pas en tableau à 2 dimensions mais que j'ai tout qui est en ligne, je prends ma ligne, je fais x9 et j'obtiens en fait la première case de la ligne en question. Ma limite, pour pouvoir arrêter ma boucle, c'est la position que j'ai trouvée juste avant, plus 9. Ça me permet de traverser toute la ligne. Je dis, tant que ma position est inférieure à ma limite, j'avance. Si, dans mon sudoku, à la position pause, je trouve le nombre en question, alors je return 0. Sous-entendu, isLine OK, non. Sinon, j'incrémente mon compteur. Si je parviens à sortir de cette fonction, alors je renvoie oui, le nombre en question ne se trouve pas sur cette ligne. Colonne, c'est exactement la même chose, un détail près, c'est que ma limite c'est 81. Je rappelle, je ne suis que sur une seule dimension, donc quand j'ai ma colonne, en fait, je vais faire mon compteur, je vais lui faire plus 9, plus 9, plus 9, et en fait, ça va me faire sauter une ligne à chaque fois. Et ça me permet de regarder tout simplement une colonne entière. Et je fais toute ma colonne en faisant plus 9, plus 9, plus 9, et à la fin, si j'arrive à sortir de cette boucle, alors je return 1, disant que oui, ma colonne est ok, il n'y a pas de doublon. Pour le square, c'est un petit peu plus chiant, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je récupère ma ligne, je récupère ma colonne, et avec 2 while, je vais faire sur ma ligne plus 1, plus 1, plus 1, 3 fois, et sur ma colonne, je vais faire plus 1, plus 1, plus 1, 3 fois. De faire un carré de 3 par 3. Donc, pour faire ça, je prends ma ligne, et je dis la ligne est égale à la ligne moins la ligne modulo 3. Je suis absolument pas clair. Ça me permet en fait, au niveau de la ligne, de trouver le début de mon carré. Et ça, au niveau de la colonne, ça me permet de trouver le début de la colonne. À partir de là, j'ai donc tout simplement l'angle qui est en haut à gauche de mon carré. Faites-vous un petit coup d'Excel, et c'est totalement évident. Il me faut une limite pour la ligne,
qui est égal tout simplement à la ligne plus 3, comme on l'a fait tout en haut avec plus 9. La limite de ma colonne, c'est pareil, c'est plus 3. Et par contre, je sauvegarde en fait ma colonne, parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois que ma colonne, je vais la faire avancer, je vais perdre sa valeur de départ. Donc je fais une save de la première colonne, de façon à ce qu'à chaque fois que je finisse une ligne, je redonne à ma colonne ma sauvegarde de départ. Et qu'ainsi, je peux retrouver la colonne initiale, en fait. Et à ma ligne, je fais plus 1. Une fois que j'ai fait ça, de la même manière, si mon Sudoku a la ligne multipliée par 9, pour trouver la case exacte plus la colonne, est égal à mon nombre, alors je return 0. Sinon, je continue, d'abord en augmentant les colonnes, puis en augmentant les lignes, et à la fin, si j'arrive à sortir de tout ça, je return 1. C'est pas compliqué, c'est plus chiant à expliquer qu'à recoder. Amusez-vous à la recoder, vous allez tomber sur un truc équivalent à ça. Il y a l'histoire du save, c'est juste que comme on utilise l'une des variables, il faut sauvegarder sa valeur de départ. Mais je vous laisse, je me rends bien compte que quand je l'explique, c'est pas clair, mais si vous vous amusez à la recoder, en fait, c'est évident. On a un carré de 3 par 3, on fait avancer plus 1 la colonne, plus 1 la colonne, ensuite on passe à la ligne d'après, plus 1 la colonne, plus 1 la colonne, on passe à la ligne d'après, plus 1 la colonne, plus 1 la colonne, et on a fait nos 9 cases. Donc, juste pour reprendre, je me répète un peu, mais c'est pour être clair. Je reçois mon Sudoku avec ma position. Premier cas, on est égal à 81, on a fini, on quitte le programme, du moins on print le Sudoku et on sort. Second cas, cette case ne m'intéresse pas, j'envoie directement à la case d'après, et si jamais ça revient, je return direct. Ensuite, si on n'est pas donc dans ces deux cas, je commence par créer mes solutions, que sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me prépare un compteur pour me balader parmi ces positions que je commence à 0, et c'est parti. While base pose inférieure à 9, sous-entendu, j'essaye chacune de ces solutions, en sachant que je sélectionnerai la première qui fonctionnera. Comment faire? Isline OK, j'envoie mon numéro, j'envoie ma ligne, j'envoie mon Sudoku. Si c'est égal à 1, très bien, et que ma colonne avec le numéro de la colonne de Sudoku est égal à 1, parfait. Et que en faisant mon carré, blablabla, pareil, il me renvoie 1, c'est impeccable. À ce moment-là, je mets directement donc mon Sudoku à la position pause est égal à mes solutions à la position pause. Ce qui est si... Oui, à la position base pause, plutôt. Non, attendez. Base pause, oui, c'est là que c'est base. Tac. S position, base pause. C'est la première des solutions que j'ai trouvées qui est fonctionnelle. Suite à ça, if Sudoku pose plus 1, virgule is empty, S, S. Ok. Très bien, j'ai trouvé une solution. Je rebalance dans la case d'après. Et je recommence mon algorithme. Et je mets un if juste pour dire si ça c'est égal à 0, ça veut donc dire que j'ai fini mon Sudoku et j'ai donc juste à return 0. Si donc je vais rappeler Sudoku avec mes paramètres, je vais donc atterrir ici. Ici, si ça return 0, c'est donc que j'ai fini. Donc ça return 0, on repasse dans la fonction d'avant, on réatterrit ici. Lui il dit ah c'est égal 0, donc je return 0. Et vous vous doutez que dans la fonction d'avant où on atterrit ici, et ça return direct, où on atterrit ici, et ça return 0. Et comme ça, en fait, ça va remonter les 81 fonctions, et on va passer, on va sortir de là, et on va passer au print qu'on va voir juste après. Voilà le fonctionnement de cette chose. Et le second cas donc, c'est si ça ne renvoie pas 0 vis-à-vis de notre algorithme, ça ne peut renvoyer que moins 1. À ce moment-là, je fais else, et je dis que S pose est égal à
je relibère ma case, tout simplement. Je la relibère en mettant un espace. Ça va descendre, ça va augmenter mon base pose plus 1. Ça va revenir ici et on va refaire line, colonne, square avec le nouveau base pose. Si on avait commencé avec 1 et que ça avait fonctionné, ben il va passer avec 2. Puis il va passer 3, 3, 4, 5 et puis ainsi de suite. Jusqu'à qu'il en trouve une bonne, que la case suivante en trouve une bonne, que la case suivante en trouve une bonne et qu'on arrive tout au bout. Dès qu'on arrive tout au bout, ça détecte le 81, ça return 0, ça va remonter ou bien par là, ou bien par là. Lui, il return direct sans se poser de questions, et lui, si ça renvoie 0, il renvoie 0. Et de ce fait, on va remonter en fait tout simplement jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'à ma fonction de print. Sinon, on arrive jusqu'au 9. Le 9, on n'arrive toujours pas à le caler. Là, on dépasse donc le 9. Donc, on sort de cette fonction. Et donc, je return -1. Je pense que c'est clair, du moins de mon point de vue, c'est clair. Mais voilà, en fait, l'ensemble de l'algorithme que j'ai utilisé pour résolver mon sudoku. Il ne nous reste plus qu'à voir le print. Et on en aura fini. Donc nous y voilà, la fonction de print. Je l'ai prévu un petit peu pour vous préparer à la suite, qui sera donc l'allocation de mémoire dynamique, sous-entendu malloc, les pointeurs, les adresses mémoire. Il n'y a pas grand-chose en fait d'exceptionnel dans cette fonction, si ce n'est voilà, le petit E là, que je vais vous expliquer en fait tout de suite pour vous préparer. C'est parti. On a donc un print sudoku. Il renvoie void, aucun intérêt, et il reçoit le sudoku, c'est la seule chose qu'il a affichée. Nous avons un char display 176. Le 176, très honnêtement, j'ai pris ma calculette, j'ai calculé, et puis ça fait 176. Faut pas s'emmerder plus que ça. On a besoin d'un compteur, on a besoin d'une position. Pourquoi on a deux compteurs? Tout simplement parce que ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur mon sudoku, je vais le rentrer dans une autre chaîne de caractères qui s'appelle display, et en fait, je vais ajouter ça. À chaque fois que je passe trois lignes, je mets ça pour le... Oui, en fait, ce serait plus simple de faire ça. Tac, voilà. Toutes les trois lignes, je mets ça. Et toutes les trois chiffres, je mets ça. Donc, pour être précis. Là. Donc, backslash n au bout de chacune des lignes. Ça, toutes les trois lignes. Et ça, tous les trois chiffres, on va dire. Ce qui nous permet d'avoir cet affichage. Le concept est le suivant. Je me fais un display 176, je répète encore une fois, parce que je l'ai calculé à la calculette. Il y a des manières plus propres de faire. While count est inférieur à 81, je boucle donc sur mon sudoku, et quand je vais avoir un modulo 27, je vais tomber là-dessus. Quand je vais avoir un modulo 9, je vais tomber sur les backslash n qui sont tous là. Et quand je vais tomber sur un modulo 3, je vais tomber là-dessus. Ce qui est intéressant à voir là tout de suite maintenant, c'est la disposition de ces trois conditions. D'abord la modulo 27. Pourquoi? Parce que si c'est modulo 27, c'est aussi obligatoirement modulo 9. Et si c'est modulo 9, c'est aussi obligatoirement modulo 3. Dit d'une autre manière, si quelque chose, prenons le nombre 27, 27 est-il divisible par 27? Oui, donc obligatoirement il est divisible par 9, donc obligatoirement il est divisible par 3. L'intérêt du if, du else if et de l'autre else if, c'est que si je rentre dans le premier, je ne rentre surtout pas dans les autres. Donc le sens des conditions a un intérêt. Autre chose, naturellement je vire tout de suite le 0. Parce que le 0 est divisible par 27. Il est aussi divisible par 9, il est aussi divisible par 3. Donc je reprends. Je vais traverser mon sudoku, qui fait donc 81 de long, et à chaque fois que je n'aurai rien à faire, dans display, je vais rentrer le sudoku. Donc display à la position, je mets le caractère S à la position count. Et à chaque fois, je fais plus 1 à l'un et plus 1 à l'autre. Maintenant, tous les 3 count, ici, je mets ça. Tous les 9 count, je mets ça. Et tous les 27 count, je mets ça. Maintenant, forcément, il est temps de parler un petit peu de même CPI. Donc,
Comme ça, vous l'aurez vu 25 fois ce soir. Man, même CPI. Même CPI. Copy, memory, copy une zone mémoire. Pour le faire fonctionner, j'ai le string.h, que c'est vrai que je ne vous ai pas montré, je vous parle de ça, mais bien évidemment, j'en ai profité pour même CPI de me rajouter mon string.h, naturellement. Touc. Non, c'est où? C'est là. Ok, touc. Donc void étoile c'est un pointeur, on verra ça plus tard et pour l'instant en fait le retour ne nous intéresse absolument pas. Nous avons affaire donc même CPI. Quand il y a écrit void étoile, on peut le comprendre comme un char crochet, c'est exactement la même chose. Nous avons besoin d'une destination, d'une source et d'une taille. La fonction même CPY copie n bytes from depuis une zone mémoire dite source jusqu'à une zone mémoire dite destination. La zone de mémoire ne doit pas être overlap, ne doit pas être dépassée. Sinon, il faut utiliser memMove, qui en fait est la même chose, mais en fonction de la taille mémoire que l'on a allouée ou pas. Rien d'autre à signaler sur ce man. Donc, quand j'écris même CPI, en fait, je lui envoie display. Je lui envoie display qui est donc ma destination. Ma source, c'est cette chaîne de caractères, et je lui donne la taille. La seule chose, en fait, qui est intéressant dans ce que je suis en train d'écrire, c'est le petit commercial qui est là. En fait, le concept est tout simplement de dire que quand on envoie une chaîne de caractères, en règle générale, si vous envoyez le sudoku, écrit d'ailleurs de cette manière, vous envoyez le premier caractère de sudoku. Et ce que je fais moi ici, c'est que je triche. Avec l'adresse mémoire, je lui envoie un caractère qui est en plein milieu de la chaîne de caractères. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, c'est le premier. Et naturellement, il me dit, ok, il n'y a pas de souci, je considère que c'est le premier, alors que c'est peut-être le 150e. Le et, il faut le comprendre, limite, c'est exactement la même chose en programmation et dans la vie réelle. Votre adresse de votre appartement ou de votre maison, bah, c'est la même chose là. Je lui dis que je lui envoie une adresse différente de ce qui était prévu, et lui en fait ne le détecte pas, et il va commencer à écrire dans les cases mémoire qui se trouvent pas du tout au début de ma chaîne de caractères, mais à l'adresse que je lui ai donnée. Et de cette manière, en fait, qu'est-ce qui se passe? On part donc au début, count égale 0, donc ça marche pas. Le premier compteur c'est 0, je tombe ici, je copie le premier. Ensuite je remonte, on tombe sur 1, je retombe ici. Puis on tombe sur 2, je retombe ici. Puis, on tombe sur 3. Modulo 27, ça marche? Non. Modulo 9, ça marche pas. Modulo 3, oups là. Modulo 3, oui, ça marche. Je viens d'écrire 1, 2, 3, et hop, il me rajoute ça. À l'emplacement de l'adresse de cette position. Sous-entendu, en fait, display part d'une adresse X, on sait que c'est un char, il fait donc un octet, et il fait une taille de 176. Le display à la position 3, je donne l'adresse, il est donc en fait tout simplement 3 octets après son adresse d'origine. Il faut voir la mémoire en C comme si c'était très honnêtement un Lego. On empile des pièces les unes par-dessus les autres et on connaît très précisément la taille qu'elles font. Donc là, je lui donne l'adresse qui se trouve 3 octets après son origine. Je suis pas sûr d'être clair. Mais voilà, le petit S, c'est vraiment une adresse. De cette manière, en fait, je remplis mon display. Et une fois que j'ai fini de le remplir, je le print. Et quand je le print, il me met les 3 premiers du Sudoku, puis mon pipe, puis les 3 d'après, puis mon pipe, puis les 3 d'après. Ah, modulo 9 marche? Ouais, ok. Backslash n. Je reviens au début. 3, pipe, 3, pipe, 3. Ah, modulo 9 marche, je remets un backslash n. Je vous passe la dernière ligne. Et dès qu'on arrive là, ah, modulo 27, ça marche? Oui, colle-moi ça. Et tout ça, en fait, je le mets dans un seul char crochet qui s'appelle display. Et à la fin, je le print d'un coup. Voilà, en gros, ce qu'est une adresse mémoire. Elle me permet de me balader dans ma barrette de RAM
et de désigner des emplacements qui m'arrangent bien. Prochaine vidéo, on verra le pointeur, et ce qui est tout à fait basé là-dessus en fait. Si on comprend ce que tu adresses en barrette de RAM, bah, le pointeur, après ça coule tout seul. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Nous arrivons donc à la conclusion. J'ai vu en re-regardant ma vidéo que j'ai dit à vue d'œil à peu près 2 conneries dans la vidéo, mais qui sont pas très graves, c'est pas dit que vous les détectiez, enfin c'est pas bien grave. Et j'arrive pas encore vis-à-vis du montage, j'ai pas encore trouvé comment mettre un gros panneau rouge en haut à droite, attention j'ai dit une connerie, bon, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, en conclusion, moi j'espère que cette vidéo ça vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir en fait tout simplement à le recoder et puis à découvrir le langage C d'une manière un petit peu intensive, parce que d'une certaine manière c'est le premier projet qu'on fait, enfin c'est le second, mais c'est le premier qui est un petit peu gros, on passe par beaucoup de notions, même si le prochain va être tout aussi intéressant, puisqu'on va rester sur ce projet, mais au lieu de prendre un sudoku, on va en résoudre une liste. Et c'est vrai que les ordinateurs modernes n'ont pas beaucoup de difficultés à en résoudre 10 000, 50 000, 500 000, 1 million, à condition bien évidemment que votre barrette de RAM arrive à encaisser. Mais après on va pouvoir faire des benchmarks, on va regarder qui est-ce qui a le meilleur PC. Non je déconne, enfin je déconne, si c'est possible. Dans tous les cas, n'hésitez pas, surtout comme je suis un petit peu débutant en montage vidéo, n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire des choses techniques. Enfin des choses techniques. Sous-entendu, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, mais rentrez pas forcément dans la programmation. Le mec a déjà codé en C, il me dira ouais je sais pas pourquoi tu fais des reads, t'aurais pu faire un getline. Bien évidemment, c'est pas l'objectif, je sais quand même ce que je fais et j'ai un petit peu envie de monter, de monter en technicité tout doucement, oui et non, parce qu'en fait on va y aller très vite. Mais voilà, c'est pas tant le code qu'il faut critiquer, c'est un peu est-ce que le son est bon, est-ce que ma voix est bonne, est-ce que c'est entraînant, est-ce que ça vous donne envie de continuer, ou est-ce que vous trouvez ça un petit peu chiant. J'en suis, je crois, donc dorénavant à ma 4e vidéo, je suis un peu débutant, je commence à aimer ça, et on va essayer d'améliorer. N'hésitez pas à me dire donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vous faites chier, est-ce que... tout ça. Que dire de plus ? Pas grand chose, comme dans l'introduction, hein. N'hésitez pas à donner de l'argent sur le Tipeee que je n'ai pas, hein. J'ai bien l'intention que vous me payiez ma RTX 3080 Ti, ça c'est vous en doutiez. Inscrivez-vous bien évidemment sur mon Facebook et sur mon Twitter que je n'ai pas non plus. L'abonnement à ma chaîne YouTube, c'est un peu pareil, je m'en fous. Mais votre avis par contre m'intéresse déjà beaucoup plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Si quand même, je veux dire, je répète, prochaine vidéo c'est du court, donc c'est un peu chiant, mais par contre c'est tout ce qui est pointeur, adresse, tout ça, donc je vais essayer de faire une vidéo qui ne ressemble absolument pas à ce que fait tout le monde. J'espère que ça vous plaira. Et donc la fois d'après, comme je l'ai dit, liste de sudoku, on doit pouvoir faire des benchmarks et tout ça. Et ensuite, encore plus rigolo, on va multithreader tout ça. Et tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas, dites-moi pourquoi, et je lirai les commentaires et ça me fera plaisir ou pas de voir ce que vous en pensez. Sur ce, amis du jour, à bientôt.